Vous savez, parfois, il faut juste se lever et applaudir. Une bataille après l'autre. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, vous êtes tranquille. Et après, on va tout spoiler et je vais vraiment faire attention car les bandes annonces n'ont pas montré grand chose du film. Une bataille après l'autre raconte l'histoire d'un ancien révolutionnaire qui doit sauver sa fille récemment kidnappée. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise vraiment tous les jours. Je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VOSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà 28 ans plus tard, et aussi Until Dawn. Sur Disney+, vous avez accès à Thunderbolts, Lilo & Stitch et même Elio. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max, mais si vous l'avez depuis un abonnement Canal, connectez-vous à HBO avec votre compte Canal, ça fonctionne. Vous avez déjà accès à Superman, Destination Finale Bloodlines ou même Sinners. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous pouvez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous changez de pays, d'après moi, prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple, comme la Roumanie, la Bulgarie. Il y a encore plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire et ça marche sur plein d'autres abonnements comme Letterboxd, Patron par exemple. Vous le savez, en ce moment, il y a plein de sites internet qui sont devenus interdits sauf si vous mettez votre carte d'identité. Donc si vous voulez continuer à vous Paul Thomas Landerson en paix, utilisez un VPN. Et parfois, vous regardez grâce à internet un film d'une manière un peu différente, spéciale, et là, vous avez envie d'être en pleine sécurité. Croyez-moi. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et tout le monde peut l'utiliser en quelques clics, c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé et bénéficiez de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pour beaucoup de personnes, ça sera clairement le film de l'année, mais ça sera aussi un énorme flop financier car malheureusement le marketing n'était pas au niveau, je pense. C'est-à-dire que les bandes annonces ne donnaient pas vraiment envie de voir le film. Les affiches non plus très banales, pas très inspirées. Le marketing sur les réseaux était vraiment nul et ils ne savaient pas du tout comment marketer ce projet. Et maintenant que je l'ai vu, honnêtement, je comprends pourquoi. Pourtant, nous les cinéphiles, on l'attendait énormément. Je veux dire, c'est un nouveau film de Paul Thomas Anderson qui a une carrière absolument magistrale, aucun échec, beaucoup de chefs-d'œuvre, de monuments du cinéma, que des réussites. Alors, j'ai pas vu son film Hard Eight, mais sinon j'ai tout vu et le mec est trop fort, quoi. Il a une carrière de malade mental. C'est le nouveau film avec Leonardo DiCaprio et c'est toujours un événement. Ces films, mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, il en fait à peu près un par an. Et malheureusement, je pense tout de même que ça sera un échec. Pourquoi? Parce que les prévisions sont mauvaises, mais surtout que le budget du film est entre 130 millions et 175. C'est colossal, c'est le gros blockbuster de la carrière de Paul Thomas Anderson et il faudrait qu'il fasse au moins, disons, 400 et quelques au box-office. Et je pense que c'est juste impossible. Je pense pas que le film va diviser. Je pense vraiment que le film va plaire, qu'il va être adoré par quasiment tout le monde. Mais ça m'étonnerait que les gens aillent le voir, tout simplement. J'espère avoir tort, j'espère que ce sera un énorme succès. D'ailleurs, moi, je vais à Londres le revoir en IMAX 70 mm ce week-end. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, je vais refaire une autre vidéo concernant le film parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le projet que j'ai envie de le revoir. Je vais lire vos commentaires et je sortirai une autre vidéo pour expliquer un peu ce qui se passe et surtout réagir à ce que vous dites sur le film parce que je pense qu'il y aura quand même des avis assez différents sur certaines choses et j'ai envie d'en parler un peu plus et j'ai surtout envie de revoir le film. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, c'est bel et bien une adaptation du livre, le récit Vineland, même si forcément, il n'y a pas grand-chose du récit original dans cette œuvre ici. Il y aura quand même quelque chose qui seront similaires. C'est juste pas une adaptation directe, si on peut dire ça comme ça. C'est basé sur le bouquin plus qu'autre chose. Mais bon, est-ce que ça veut dire que le film est mauvais? On va en parler. C'est difficile de parler du film, mais il a un objectif premier. Vous emporter dans cette aventure révolutionnaire entre un père et sa fille. On n'a aucune idée, durant tout le film, dans quelle direction le projet va nous emporter. Lorsqu'on le regarde, chaque scène est vraiment nouvelle et on n'arrive pas vraiment à deviner ce qui va se passer. Et c'est une grande force, je trouve, du projet, mais sans spoiler, on va s'intéresser au passé révolutionnaire du personnage de DiCaprio, Bob Ferguson, mais aussi à son nouveau combat, le fait d'élever correctement sa fille. Tout ça mélangé évidemment à des intrigues politiques, spirituelles, révolutionnaires, mais c'est avant tout, je trouve, un drame familial. Ça mélange tellement de genres.
le film d'espionnage paranoïaque, les films de révolte, le western. C'est tellement spécial en termes d'ambiance et le contexte politique actuel des États-Unis. C'est clairement un film de cette ère trumpiste du cinéma hollywoodien. Ça va parler de fascisme, de suprémacisme blanc, d'immigration, de révolte violente de l'extrême gauche. Parce que oui, c'est ça l'extrême gauche pour rappel, hein, c'est la révolte violente plutôt que le changement par les urnes. Et ça fonctionne car les personnages sont excellents. DiCaprio, j'avais un peu peur qu'il joue encore un fou ou un loser à gueuler énormément. Mais au fait, non. C'est un vieux révolutionnaire presque mélancolique, déprimé, alcoolique, drogué, qui est à la fois touchant, drôle. C'est beaucoup du cœur humoristique aussi de l'œuvre. Motivé comme jamais à retrouver sa fille, mais aussi imparfait. C'est ça qui est intéressant. J'ai pas envie de trop en révéler ici, mais c'est l'un des meilleurs rôles de DiCaprio. Top 3 facile et l'Oscar serait clairement mérité. Mais tout le monde mérite un Oscar, je pense. C'est assez fou. Les performances sont dingues. C'est les meilleures performances de l'année. Chase Infinity, c'est un peu la révélation. C'est son premier film, pour vous dire. Elle a joué dans une série. Elle a joué dans Présumé Innocent, qui est sorti sur Apple l'année dernière. Mais là, vraiment, elle est fabuleuse. Et c'est elle qui doit s'occuper de son père plutôt que l'inverse. C'est ça qui est vraiment fort. Elle a une vraie ténacité, une violence en elle, du courage. Elle sait prendre ses responsabilités lorsqu'il faut. Et ça, c'est assez fort, je la trouve dingue. Elle va avoir une carrière, mais magistrale. Elle va être au sommet, c'est impressionnant. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle gagne un Oscar pour son premier rôle parce qu'elle est vraiment formidable dans le projet. Tenaya Taylor joue la mère. Elle, pareil, elle crée quelque chose d'assez unique dans le film. J'ai pas envie d'en parler dans cette partie parce qu'il y a que des choses très spoileresques là concernant, mais elle hante le projet, j'ai envie de vous dire. Même lorsqu'elle n'est pas dans une scène précisément, on sent sa présence tout le long et je trouve ça assez dingue. Benicio del Toro, bon, il est un peu à l'image du film, il est surprenant, il est très drôle aussi et héroïque, courageux, mais celui qui vole le show, soyons honnêtes, hein, c'est Sean Penn qui va sûrement aller chercher son 3e Oscar. C'est assez dingue. Soit il gagne un 3e Oscar, soit il devra aller chez Zelensky récupérer les 2 statuettes qu'il lui a données. Je crois que c'est ça, hein. Je crois qu'il a donné ses 2 Oscars à Zelensky, à vérifier, mais c'est assez dingue ce qu'il arrive à faire ici. Et c'est particulier parce que Sean Penn, il n'a pas fait de grands films depuis un long moment, depuis Tree of Life, je dirais, c'était il y a 15 ans déjà, alors qu'à l'époque, entre 96 et 2009, le mec a eu 5 nominations aux Oscars, c'est fou, dont 2 victoires. Mystic River et je sais plus exactement quel film, mais en plus je l'ai vu, peut-être c'était pour Milk, je crois. Là, il joue l'un des antagonistes, je trouve, les plus marquants que j'ai vus depuis très très longtemps au cinéma. On va en parler dans 30 ans, croyez-moi, il va marquer une époque, il va marquer une ère de cinéma, c'est évident, mais pas pour les raisons que vous pensez, pour le coup. Attention à ça, on en parlera en spoiler, mais il est fabuleux, imprévisible, c'était un pur bonheur de le voir à chaque scène, même si on aimait le détester, on développait quand même une vraie empathie par rapport à lui, ce qui est hyper intéressant, je trouve. Il y a une sorte d'intelligence assez dingue dans les dialogues, dans les interactions, qui représente parfaitement, via les personnages, les thématiques de l'œuvre, et ça, j'ai adoré. Le film m'a fait penser à plein de films hyper connus, The Searchers, de John Ford évidemment. Il y a une scène en voiture qui m'a fait penser à French Connection. DiCaprio regarde dans le film littéralement la bataille d'Alger, et c'est intéressant parce qu'il y a un lien qui est fait entre les références cinématographiques visuelles, comme ces films de western ou de thriller par exemple, et en même temps, en fait, ces révolutionnaires qui sont aussi inspirés par l'art, parce qu'ils vont souvent citer des œuvres d'art révolutionnaires. Donc tu vois qu'en fait, l'art inspire l'art, et j'imagine qu'entre guillemets, le souhait de Paul Thomas Anderson, c'est que ce film soit diffusé dans 70 ans pour peut-être un autre révolutionnaire qui le découvre dans un autre film. Donc c'est assez intéressant cette idée de vouloir faire une boucle. Donc il y a beaucoup de références cinématographiques, mais il s'approprie un genre, je trouve, et il surprend constamment avec ce mélange aussi des genres. Et je trouve qu'il a réussi à créer par sa mise en scène quelque chose de fort. Il y a à la fois une sorte d'intimité par rapport à la caméra qui sera très proche des personnages, surtout lors de changements majeurs. Il y a 2 plans de profil que j'ai vraiment beaucoup aimé dans l'œuvre, qui sont vraiment forts en symbolisme aussi, et je trouve qu'ils nous posent assez loin de l'action. Ça m'a fait penser pas mal à There Will Be Blood, parce qu'en fait là, ce qui intéresse Paul Thomas Anderson, c'est l'impact du monde et les actions de chacun sur cet univers. Là où There Will Be Blood, on voyait les ravages du capitalisme sur la nature, sur aussi la nature humaine, d'un certain point de vue. Là, vu que c'est filmé en VistaVision, vous savez, hein, ils ont ressuscité le VistaVision depuis ce début d'année avec The Brutalist, je pense que ça a impacté sa manière de filmer parce qu'il montre beaucoup les environnements, plus que ses personnages à certains moments, et il veut vraiment montrer visuellement de une, mais aussi dans le scénario, ce panorama du pays et cette fresque de ce pays à un moment
vraiment, on va dire, important pour le monde, et surtout le monde des États-Unis, parce que oui, ça se passe à notre époque, hein. Le film, en réalité, donc il sort en 2025 par rapport à Trump, toutes ces choses-là. L'impact de Trump sur le cinéma, il se ressent depuis 2016-2017, hein. C'est assez fou, mais là, on le ressent aussi, et c'est quelque chose qui est fou aussi dans les visuels, parce qu'il veut s'intéresser à l'Amérique aussi. Donc c'est vraiment la fresque d'un pays dans un moment unique, et ça se ressent par la mise en scène. Il arrive à capter une époque, un moment clé, et ça sera une capsule temporelle formidable d'ici quelques années, parce que il a réussi à créer quelque chose d'assez formidable, d'assez unique dans ses visuels et dans la manière dont il a raconté le film, et comment il décrit l'histoire d'un pays, t'as l'impression, via juste un petit moment. Il veut clairement donner vie à la révolution, parce qu'on va bien plus loin que les simples personnages. Il y aura beaucoup de plans hélico par exemple, la caméra va suivre des voitures de loin, donc il y a une sorte de distance qui se crée, qui nous met à la place de spectateurs au sens propre, on va dire, par rapport au film, où on voit les actions avoir lieu comme si on ne pouvait pas intervenir. Donc il y a une sorte de déconnexion par rapport aux choix que peuvent faire les personnages, mais nous aussi, à quel point on est connecté à l'œuvre et à quel point on peut être des révolutionnaires ou pas. Et je pense que ça, c'est important pour le projet. Il crée beaucoup d'incertitudes. Je veux dire, tu as l'impression que la manière dont c'est filmé, les policiers peuvent intervenir à n'importe quelle scène. Ils peuvent être cachés derrière une porte et juste apparaître, et ça peut vraiment être une source de tension. Parfois, c'est claustrophobique, et c'est ça qui est fort aussi. Parfois, la distance crée une sorte de peur, de gêne, de tension aussi d'une autre manière que j'ai pas envie de spoiler forcément ici. Parfois la proximité est chaleureuse et parfois elle est brutale. Donc il arrive à raconter son histoire avec sa caméra, t'aurais même pas besoin de dialogue et tu comprendrais parfaitement ce qui se passe. Je trouve qu'il y a une mise en scène absolument géniale. D'ailleurs il y a des scènes qui sont en espagnol, il n'y a pas de sous-titres. En fait tu comprends pas ce qui est dit, si tu parles pas espagnol évidemment, mais tu comprends tout ce qui est dit. En réalité, c'est ça qui est fort, parce que les images suffisent. Et ce qui intéresse PTA, le réal, c'est le principe même de la révolution. Chaque personnage est en réalité petit, mais l'accumulation de gestes crée quelque chose de grand. C'est ça qui est fort. Et il le montre aussi via la composition de ses plans, et ça que j'aime beaucoup. Parfois, la caméra sera en mode caméra d'épaule, shaky cam, pour montrer le stress et la confusion de certains personnages. Parfois, ça sera en mode steady cam, clairement, pour montrer évidemment cette concentration et la maîtrise des protagonistes. Il va parfaitement mélanger le thriller parano au film de rébellion anti-système, et c'est un film sur les rapports de force. C'est ça qui est important, sur la domination d'un système, mais aussi de personnages, et il joue, je trouve, brillamment avec ça, on en parlera encore une fois en spoiler. Il regorge clairement d'idées de décor, la photographie est sublime et raconte tellement de choses par les choix d'éclairage, par rapport aux personnages de Révolution, leur place dans le cadre, le symbolisme de certaines scènes, de certains moments. Et il y a une présence de la musique, mais quasiment omniprésente, presque plus forte que le reste du film à certains moments. Il y a une scène avec un piano un peu jazzy, qui est presque de l'improvisation, t'as l'impression, parce qu'en même temps, les personnages sont en train d'improviser, et ça colle parfaitement à ce qu'on voit dans l'œuvre, et c'est important. C'est Johnny Greenwood qui s'en occupe encore une fois, hein, de Radiohead par exemple, mais il a bossé avec PTA sur plein de projets. Il fait la bande-son, c'est génial, je trouve que ça capture parfaitement l'ambiance de l'œuvre, les différents genres aussi, sans même parler des needle drops. Vous savez, les needle drops, c'est ces choix de chansons connus pour différentes scènes. Je trouve qu'ils sont parfaits, ils sont top, il y en a quelques-uns. Ça m'a fait penser un peu à Scorsese aussi, de la manière dont ça a été utilisé. C'est brillant, ce mélange sonore, visuel. J'ai hâte de revoir le film en IMAX pour me prendre cette claque aussi auditive. Et je pense que c'est parmi les meilleures œuvres de PTA, d'un point de vue de la musique en tout cas, parce que franchement, j'étais à fond et je trouve qu'il a vraiment géré ça. Et l'importance qu'il a donné à la musique, comme si c'était un personnage supplémentaire, j'ai trouvé ça fabuleux. Et vous savez, un PTA en termes de musique a une carrière dingue, mais là, je pense que c'est parmi ses meilleurs choix de musique, ses meilleurs choix de composition avec Johnny Greenwood. C'est génial. Et puis le rythme de l'œuvre, on est sur 2h45. J'ai pas vu le temps passer. Honnêtement, hein, pour moi, ressenti 1h30, je voulais que ça dure encore plus longtemps. Il y a constamment des surprises, tu sais jamais quand a lieu le climax, t'as l'impression que c'est la fin du film, puis ça continue encore, puis ça continue, c'est assez dingue. Je me demandais tout le long si on était à la fin parce que je savais pas vers quoi allait le film et je trouve ça absolument génial. Pour conclure, c'est la grande réussite de l'année, peut-être même la grande réussite de la carrière de Paul Thomas Anderson, et ça veut clairement dire quelque chose, c'est peut-être son magnum opus, son monument. Et c'est une maîtrise de A à Z. Pour moi, il n'y a rien à dire me concernant. C'est à la fois millimétré, mais aussi révolutionnaire et un peu anarchiste dans sa manière de faire. Vu les surprises, vu la narration, vu la construction scénaristique, c'est à la fois contagieux d'énergie et aussi mélancolique. C'est très drôle, c'est dramatique, il y a de l'action, de la tension. C'est une fresque d'un pays à l'un de ses pires moments, en tout cas dans la mémoire récente, mais c'est aussi une dose
d'espoir. C'est pour moi le film de l'année, hein, je vous le dis tout de suite. Hâte d'y retourner ce week-end. J'ai envie de le revoir, de me replonger dans ce monde, dans cet univers, de revoir ces personnages. Pour moi, c'est générationnel, hein. C'est un marquant dans cette décennie. Ça sera l'un des meilleurs films de la décennie, c'est une évidence. Peut-être que vous allez être un peu moins dithyrambique, mais je vois pas dans quel monde les gens vont détester, quoi. Pour moi, c'est juste pas possible. C'est pour moi une œuvre majeure aujourd'hui. Je vais lire vos commentaires, hein. Je vais examiner tout ça, surtout ceux qui n'ont pas aimé, pour revoir le film, discuter après, sûrement lundi prochain. Mais pour moi, vous pouvez foncer les yeux fermés, quoi. Enfin, c'est une œuvre. À chaque fois que je regardais le film, je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Le mec a 1000 idées, il arrive tellement bien à gérer ses personnages, il a écrit un truc pour moi qui va faire face au temps, quoi. Dans 50 ans, on reparle encore de ce film. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire que j'exagère un peu, mais pour moi, ça, c'est digne, voilà, de la zone d'intérêt, de Killers of the Flower Moon. Vous savez, ces films qui sont iconiques, qui vont marquer une époque. Je vais dire peut-être à des gens dans 40 ans que j'ai vu ça en salle et je l'ai vu en IMAX et tout, et ils vont me dire c'est pas possible, t'as vu ce chef-d'œuvre. Bon, peut-être ça va diviser. J'ai hâte de voir les premiers retours aussi de votre part, voir les premières notes des spectateurs. Je sais que la critique adore. Bah, j'en fais partie. Pour moi, rien à redire. C'est un film gigantesque et j'ai adoré chaque instant parce que c'est grandiose en termes d'échelle, mais à la fois super intime. Et ça mélange tellement de genres, d'émotions différentes, parce que c'est un film qui est émouvant, hein. À la fin, il y a de fortes chances que vous lâchiez plus d'une larme. C'est assez génial, quoi. Tu vois jamais ça au cinéma, ou très très rarement. Il y en a un par an, des films comme ça, les deux peut-être. L'année dernière, pour moi, c'était La Zone d'intérêt, Killers of the Flower Moon. Voilà, aujourd'hui, et cette année-là en tout cas, c'est une bataille après l'autre. Je pensais pas autant aimer, même si j'adore le cinéma de Paul Thomas Anderson. Mais là, pour moi, c'est une véritable claque. Donc, foncez sur ce film. Et on va en parler en détail maintenant dans la partie spoiler. Toujours compliqué de faire ce genre de vidéo sur des films aussi denses, surtout à chaud, après l'avoir vu à littéralement 4h30 du matin, mais j'ai envie de parler de ce film et au pire bah, je referai une vidéo et j'en reparlerai plus en détail, mais j'ai beaucoup de choses à dire. J'adore l'approche au début du film, on nous présente cette bande de révolutionnaires, les French 75, comme par hasard évidemment, en train de sauver des immigrés tenus dans un camp par des militaires. On voit évidemment le fameux mur, voilà, États-Unis, Mexique, et ce qui est bien c'est de nous montrer que c'est une révolte violente mais sans mort pour l'instant évidemment, et les tape à l'œil. Ils ont envie de faire du bruit, ils ont envie de marquer le coup. Ils n'ont pas de masque, ils s'assument qui ils sont, ils font du marketing, entre guillemets. Il y a une vraie conviction politique contre l'establishment. Ils ne sont pas là à se cacher parce qu'ils ont honte ou des choses comme ça. Non, ils se montrent, ils s'assument. Pour eux, c'est des révolutionnaires. Ils parlent beaucoup de Cuba, d'Alger, des choses comme ça dans l'œuvre. Ils ont vraiment envie de devenir des icônes. Il y a cette grande explosion de feux d'artifice, mais le symbolisme est super en fait. Leurs idées sont grandes, mais viennent de petites personnes. Mais c'est justement l'accumulation qui a un impact. Ils sont montrés comme des rebelles, de vrais sauveurs de minorités, de sauveurs de ces victimes d'un système qui les oppresse. Ils ont l'air d'être anti-frontières. Ils sont clairement d'extrême gauche, hein, c'est ça. Ils pensent que le vote ne sert à rien. Ils le disent d'ailleurs dans l'œuvre. Et il faut prendre les armes pour enfin faire tomber ce système. Mais la fascination de l'œuvre vient quand même des personnages et par rapport au plaisir sexuel et au fétichisme qu'a Perfidia, qui est excitée par la révolution. Elle adore ça au point que c'est sexuel pour elle. Et ça, le paradoxe de ce personnage-là, c'est qu'en fait, elle est excitée par la domination. Elle se bat contre la domination du gouvernement et de cet establishment, mais elle adore dominer. Elle se touche devant son homme, par exemple, pendant qu'il est en train de faire son truc, parce qu'en fait, ça l'excite, hein, la révolution, encore une fois, mais elle couche avec ce fameux colonel, parce que pour elle, c'est un symbole de domination, de littéralement baiser la police, fac de police, voilà, le gouvernement, toutes ces choses-là. Ça l'excite, cette révolution de manière générale. Il y a un vrai désir, besoin sexuel derrière, c'est ce qui l'anime, plus que sa propre famille, au final. Je ne parle pas que du sexe, mais la révolution en soi. Et les formes de révolution, c'est quelque chose qui l'excite sexuellement. Et ça, je trouve que c'est intéressant, mais aussi le paradoxe de ce personnage et de la révolution, c'est qu'en fait, on parle de rapport de force constamment et de rapport de domination. Pour quelqu'un qui est aussi révolutionnaire et qui veut faire face à la domination d'un État, elle adore dominer. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans l'œuvre. Elle tue un homme dans une banque, et ce qui est fort, c'est qu'en fait, elle tue cet homme. Pourquoi? Parce que lui a décidé de résister à l'ordre de cette femme. Donc là, elle a tué une sorte de résistant, en réalité. Parce que dans cette situation-là, c'est elle qui dominait. Donc c'est tout ça qui est assez réussi. Elle devient la dominante et punit le dominé. Elle y perd clairement son humanité dans cette lutte. C'est ça aussi, hein. Elle condamne même ses propres amis. C'est un rat, comme ils disent dans l'œuvre, une taupe en français. Je
Je sais pas si c'est des références à George Floyd, ce genre de scène, mais je pense que c'est un peu fait exprès parce qu'il y a tout un délire sur le Black Lives Matter d'une certaine manière, la libération des Noirs, on en parle après. Elle oublie clairement sa famille, même si elle se rattrape un peu à la fin avec cette lettre et les choses qu'elle a mises en place pour protéger sa famille et sa fille. C'est vrai qu'elle s'est un peu perdue dans la révolution, elle se rend même pas compte qu'elle est enceinte, elle passe pas de temps avec ses parents. C'est d'ailleurs le personnage de Bob qui passe du temps avec ses parents à elle. Qui est particulier, et c'est voilà, c'est le plan, c'est le symbole d'elle avec la Kalachnikov, et en même temps, alors, elle enceinte, quoi, c'est pas possible, quoi, c'est loufoque comme moment, c'est lunaire, mais c'est ça son personnage, elle est obsédée par la révolution. Cette femme, on le dit hein, dans le film, elle vient d'une grande lignée de révolutionnaires, et c'est ça qui est important, c'est que la révolution est quelque chose qui est dans le sang d'une certaine manière, mais c'est un héritage, parce que le film va parler beaucoup de ça, l'héritage de cette révolution, comment on maintient l'existence de la révolution d'une époque à une autre, d'une mère à une fille. Et ce qui est fort, c'est que même si ce personnage disparaît de l'œuvre, en fait, elle ne disparaît jamais réellement pour le spectateur et les autres personnages, parce qu'elle hante le récit tout le long. Et je trouve ça à la fois déstabilisant, traumatisant, mais beau. Avoir cette mère qui est constamment là, pas toujours pour les bonnes raisons. Car le personnage de Bob, il est là par amour, par conviction aussi, par besoin d'exister, c'est ce qu'il fait vivre. Hein. Il a besoin de se retrouver, on le traite de loser et d'homme perdu, les parents de ce personnage-là le traitent littéralement d'homme perdu, donc il a envie d'avoir un foyer, une famille. Et justement, lorsqu'elle est enceinte, il abandonne la résistance d'un coup. En fait, pour lui, sa famille est plus importante que la rébellion, que cette résistance, alors que elle, c'est pas du tout ça. Donc forcément, lui était perdu avant, là il trouve une nouvelle motivation, source et raison de vivre, c'est ce foyer, c'est ce bébé. Et donc là, elle devient jalouse de ce bébé, elle le dit, c'est assez intéressant et fort. Et vu qu'elle est jalouse de ce bébé, elle va se réconforter dans un truc qu'elle adore, c'est cette résistance, c'est cette révolution. Donc il y a un côté où dans le couple ça n'allait pas bien, et c'est ça qui va les séparer, alors qu'en fait le bébé aurait dû les rapprocher. Mais vu qu'ils sont pas d'accord sur le fait de continuer ou pas la lutte, parce que lui pense au bébé avant tout, elle pense à la lutte, elle pense que ça pourrait le faire, forcément une fracture dans ce couple, et je trouve ça assez intéressant, et ça parle évidemment de cette confrontation de responsabilité entre les idées et la famille. Qu'est-ce que tu choisis? Je trouve ça vraiment fort, et ce qui est vraiment pertinent, c'est qu'en fait, ce personnage de Bob et même elle, il y a un lien et un parallèle qui est dressé avec l'antagoniste. Car l'antagoniste aussi, il est en recherche d'une forme de famille. On en parle après. Et la disparition de cette femme lui fait évidemment beaucoup de mal. Il n'arrive plus à gérer la révolution. Il a complètement abandonné alors qu'elle existe encore. Il aurait pu continuer, mais non, il a abandonné. Il a préféré s'occuper de sa fille, quitte à devenir alcoolique, drogué et ne pas savoir comment gérer sa fille. Il n'arrive pas. Genre, il pleure à l'école parce qu'il est à la fois fier, mais il a l'impression d'avoir complètement tout raté parce qu'il n'arrive pas à gérer cette fille. Il vit dans une paranoïa constante. En plus, il fume beaucoup. Il y a des scènes très drôles par rapport à ça d'ailleurs. Et le rapport de force est complètement inversé. Je veux dire, sa femme n'est plus là. Donc, il est plus dominé, entre guillemets, parce que clairement, dans leur relation, c'est plutôt la femme qui dominait cet homme-là. Mais surtout qu'on voit que maintenant, c'est sa fille qui le domine un petit peu. Je veux dire, sa fille se comporte presque comme sa mère. Rappelez-vous, il lui dit dans le film, attention, t'as ton déjeuner qui est juste là. En fait, c'est la fille qui éduque le daron. Et c'est ça qui est particulier. Et c'est ça qui est fort dans l'œuvre. C'est cette histoire de cet homme qui doit assumer son rôle de père, mais échoue constamment. Parce qu'il est malheureux, parce qu'il a perdu quelque chose en lui qui lui fait beaucoup de mal. Du coup, c'est un loser qui a raté et qui veut se rattraper. C'est ça l'histoire du film. Vu que ça a été un mauvais père, il veut se rattraper en mélangeant révolution et l'idée de sauver sa fille. Et c'est pour ça que toute la scène d'échappatoire avec Benicio del Toro est géniale, car il retrouve le goût à la révolution grâce à ce mentor, grâce à ce sensei, c'est pas pour rien. Et en même temps, la motivation de sauver sa fille comme il a voulu sauver sa femme à l'époque. Sans même parler de ce piano fou, jazzy qui accompagne cette longue séquence avec pas mal de plans séquences aussi qui jouent sur la paranoïa. Il y a des flics qui auraient pu apparaître de n'importe quel endroit. C'est assez fort comment il arrive à gérer cette séquence et c'est l'une des meilleures du film. Mais ce que je trouve assez fort, c'est qu'on est surpris constamment. Je veux dire, le fait qu'il tombe d'un arbre alors que ça avait l'air volontaire de descendre et qu'il se fasse taser par la police, c'est surprenant, c'est un bon rebondissement pour l'œuvre et ça joue avec cette paranoïa parce que le flic est sorti littéralement de nulle part et tu t'entends pas à ça. Mais surtout qu'on a une scène super intéressante de lui qui se fait sauver par deux personnes différentes qui sont dans le coup, qui sont donc des révolutionnaires et ça montre à quel point ils sont partout. C'est ça qui est fort. Il y a des gens partout et chaque petit geste aide la cause. Et c'est ça qui est bien dans le film, c'est que la révolution, c'est un père qui veut retrouver sa fille et tout le monde va l'aider. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est touchant. C'est que cette révolution, elle a un but, sauver une enfant. Alors oui, il y a un autre but de, évidemment, confronter la police et tout, mais
le cœur émotionnel, c'est ça. Et en réalité, tout le monde l'aide à retrouver sa fille. Ils sont pas au courant. Mais c'est ça la force de la révolution, c'est que c'est le lien social entre les gens et la famille que ça crée. Il y a une scène qui est assez intéressante sur le transfert et l'héritage de la révolution, c'est lorsqu'il est au téléphone. En fait, c'est un mec qui a oublié voilà, les codes, il sait plus ce qu'il devait dire, donc il a un peu perdu le goût de la révolution et les bases. Mais il est au téléphone avec un mec qui va traiter de vieux libéral. Libéral aux États-Unis, c'est les mecs, voilà, les démocrates, grosso modo. Alors que lui, c'est pas un libéral, lui, c'est un anarchiste presque. C'est un mec d'extrême gauche, c'est pas un libéral. Et il va dire que c'est un jeune communiste, le mec au téléphone, parce qu'il s'appelle Comrade John. Mais en réalité, il y a un vrai décalage parce que lui est un révolutionnaire de l'époque. Donc il était un peu anarchiste, il ne suivait pas les règles, alors que le mec au téléphone, il suit les règles, quoi. Il suit le manuel. C'est pas ça la révolution, en fait. C'est pas très révolutionnaire de suivre un manuel. Ils ont perdu le goût, cette nouvelle génération, alors qu'en fait, le mec est pas du tout jeune, mais il a perdu le goût de l'anarchie, de la révolution armée. Il est en train de lire un manuel, lire un bouquin. C'est ridicule. Et c'est pas pour rien qu'il se rappelle de l'épilation préférée de son pote et non pas du code. Parce que le film montre encore une fois l'importance des liens sociaux dans un contexte un peu révolutionnaire qui est au cœur de la révolte plutôt qu'un manuel et des règles. Parce que le film joue aussi cette case-là, le côté un peu révolutionnaire dans sa structure, sa narration. C'est pour ça que beaucoup de personnages d'avant, comme celui de Regina Hall juste là, et les nonnes, hein, pour être précis, sont encore dans le coup. Elles ont des liens qui sont presque religieux, plus que idéologiques. Il y a un vrai lien qui est fait entre la spiritualité, l'idéologie, le fait d'avoir ces liens sociaux, cette amitié et le fait de s'entraider quoi qu'il arrive. Il y a un rapport à la secte qui est quand même assez évident dans l'œuvre, que ce soit chez les gentils et les méchants. Ils sont cachés dans les deux cas. Je veux dire, les anarchistes se cachent surtout après avoir perdu la révolution il y a quelques années, il y a 16 ans, et en même temps, bah, les nazis se cachent parce que c'est des nazis. Même s'ils ont beaucoup de pouvoir, ils se cachent. Et c'est le symbole. Il y a le sensei qui dit « You know what freedom is, no fear ». Sauf que le personnage de Bob, il a peur, il se chie dessus, il n'y arrive pas. Il a plus ce truc révolutionnaire en lui, en fait, il a besoin de plus que ça. Il n'a pas ce truc suffisant pour sauver sa fille, c'est pour ça que lui est un vrai mentor qui va l'aider. J'aime beaucoup les détails dans l'œuvre de manière générale. Lui qui bricole au début, on voit qu'il est un peu ingénieux, et c'est pour ça qu'il arrive à choper la voiture plus tard. C'est facile de voler une voiture quand t'as l'habitude et faire ce genre de choses. Facile à démarrer. Il y a plein de petits détails comme ça dans l'œuvre. Il y a tout un débat, juste après d'ailleurs dans cette séquence, de ne pas faire détonner la bombe avant sans le vouloir. C'est un peu la thématique de l'œuvre aussi, c'est ça qui est intéressant. Il y a aussi ce dialogue sur les cartes et les dés, vous savez, quand lui corrige sa fille, donc ça montre encore une fois la différence entre les deux, la manière dont ils approchent les choses, le côté old school, new school, le problème familial de manière générale, le fait qu'ils s'entendent pas même sur des trucs aussi bêtes, mais surtout il y a un discours aussi sur la chance, je veux dire la manière dont tu nais change clairement ta vie, et t'as un choix, où tu acceptes ton héritage, ou tu changes, et c'est ça aussi le rite initiatique du personnage qu'on va voir après. Est-ce qu'elle va résister ou pas? Donc je trouve que c'est intéressant. Puis il y a aussi cette blague sur le Daydem, parce que tu vois qu'il y a un décalage. Tu vois, c'est un vieux révolutionnaire, mais il fait un peu boomer par rapport à ça aussi, c'est ça qui est rigolo. En plus, il sait pas utiliser la technologie, un téléphone et des choses comme ça. Voilà, il est en décalage quand même, alors qu'il devrait être, en théorie, un mec comme ça, révolutionnaire, à la pointe de ce qui se passe, mais en fait, pas du tout. Et c'est pour ça que le sensei est important, parce qu'au début, tu dis, ok, c'est juste un sensei de karaté, des choses comme ça, mais en fait, c'est un vrai révolutionnaire. Il a un côté, encore une fois, espagnol, et c'est vrai que beaucoup de la révolution s'est faite en espagnol aussi. Il a tout un système où il est l'organisateur de beaucoup de choses, il a beaucoup de disciples partout, c'est un mentor pour la ville, c'est le sensei de la ville, et lui cache très bien son jeu. En réalité. Et il s'assume, il motive les autres avec du courage et tout. On le voit chez lui. En fait, chez lui, c'est un QG. On dirait pas une famille, on dirait pas un endroit, on dirait vraiment un QG d'espions, de révolutionnaires. C'est assez drôle. On voit qu'il aide beaucoup de personnes. C'est le propos du film. Il est prêt à faire de la prison pour ses convictions. Il est solide sur ses appuis. C'est ça qui est intéressant. Il crée littéralement des révoltes. Et le film va tacler ces différents archétypes de révolutionnaires. Et il est construit d'une manière, je trouve, hyper satisfaisante parce que c'est le révolutionnaire qui n'a jamais abandonné, alors qu'il a sûrement le même âge que Bob ou un peu plus vieux, alors que Bob lui a abandonné. Pourtant, lui, il a une famille et tout. C'est peut-être ce que Bob aurait dû devenir. Et j'aime beaucoup l'idée que tous soient en skateboard aussi. Il y a un côté un peu punk, anarchiste à la chose, dans leurs mouvements, dans leurs actions. Parce que le film est un peu punk, anarchiste, soyons honnêtes, dans sa construction. Et ça qui est fort, c'est que ce mec-là va motiver parce qu'il adore sa fille. On l'a compris, il adore sa fille, il passe beaucoup de temps avec elle et il veut aider à retrouver sa fille parce qu'il y a un lien. Ils n'ont qu'une scène ensemble, mais on comprend qu'il y a un lien. Maintenant, il faut parler un peu du méchant tout de même. C'est un personnage qui est génial, Sean Penn est fabuleux. Le fait qu'il s'appelle Lockjaw et qu'ensuite il ait littéralement sa mâchoire coincée parce qu'il ne peut plus la bouger, bon, c'est rigolo, c'est une petite blague. C'est fascinant car c'est un homme qui représente quand même le symbole de la domination.
C'est un colonel de l'armée, multi-récompensé, qui tue sans conséquence des gens même pas jugés. Il utilise tout un attirail politique et militaire pour ses propres intérêts avec des vieilles excuses nulles, mais tout le monde le suit, juste pour qu'il arrive à ses fins à lui. C'est lui qui va faire qu'une manifestation va escalader en termes de tension. Si j'ai bien compris la scène, il va demander, entre guillemets, à l'un des manifestants qui est du côté de la police de jeter un cocktail Molotov, comme ça, eux peuvent avoir une réponse disproportionnée avec ce lance de grenades lacrymogènes. Pas sûr de ça, faudrait que je revoie le film, mais la manière dont c'est raconté, c'est dit, ils disent qu'ils vont appeler quoi, Big John, un truc comme ça, et on voit le mec qui sort du van et qui va attaquer la police. Je pense que c'est fait exprès, mais bref, peu importe. C'est un truc qui est souvent dit dans les manifestations, qu'en fait c'est la police qui crée le plus de dégâts afin que la police puisse riposter. Bon, chacun fait ce qu'il veut, pense ce qu'il veut, peu importe, mais j'ai l'impression que c'est ça aussi dans l'œuvre. Ça a aussi été utilisé dans Eddington, si je dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne. Et il arrive à chasser du révolutionnaire, les retrouver, il survit à un fusil à pompe, à un crash en voiture, etc. En théorie, c'est le bad guy idéal, classique, ultime, qui représente cette domination. Sauf qu'en fait, fatalement, c'est un soumis frustré. C'est ça qui est intéressant. C'est un soumis frustré en quête de se faire dominer. Comme beaucoup de gens, comme ça. Je vais pas me parler politique, encore une fois, même si c'est un film fondamentalement politique. Et il rejoint des nazis, mais en même temps, il est attiré par des femmes noires. Il est fétichiste, aime se faire pénétrer par des guns, encore une fois, symbole phallique de domination, est sexuellement accro, et jaloux en même temps. Il y a un côté où il refuse d'être traité d'homosexuel, alors qu'il aime la pénétration anale, et il essaie de se justifier avec une sorte de viol inversé. Enfin, c'est une scène absolument lunaire. Donc on voit les frustrations de ces gens-là, qui sont pas bien dans leur peau, qui sont frustrés, et du coup, qui deviennent des nazis, littéralement. Et le truc, c'est que c'est un homme qui est en recherche de communauté. Ça se voit. Et parfois, je me demande s'il est vraiment devenu nazi parce qu'il pense qu'en fait, les blancs sont supérieurs, mais j'ai pas l'impression. En fait, lorsqu'il parle de domination de la race blanche et tout, il a pas l'air motivé par ça. T'as l'impression qu'il veut juste une sorte de famille. Je suis pas sûr à 100%, faudrait que je revoie le film, mais pour moi, ce mec-là, c'est un peu le symbole de toute une population de gens qui ont du mal sexuellement, que ce soit les incels, ces gens frustrés, ces gens qui sont fétichistes, en même temps racistes. Il y a tout un truc hyper intéressant par rapport à lui qui m'a créé une sorte d'empathie. C'est ça que je trouve assez fort parce que, en plus de l'interprétation de Sean Penn qui est fabuleuse, la force du film, c'est qu'on a une sorte d'empathie pour ce mec qui fait que j'arrive pas à le détester à 100%. Alors ça reste un nazi de merde, je veux dire, si tu veux rejoindre des nazis, t'es un nazi de merde. Mais à la fois, il me fait pitié, il me fait de la peine. Et là où les nazis, l'organisation, les aventuriers de Noël, là, ils sont fondamentalement méchants. Ils ont du pouvoir politique, c'est des vieux cons nazis et tout. Mais lui, la manière dont on explore son personnage, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on ne dirait pas qu'il veut être un nazi. Mais fatalement, vu ses problèmes, ses frustrations, bah, il devient un nazi et il cherche littéralement une sorte de maman. Parce que justement, il va trouver des femmes qui peuvent le dominer. Il va trouver une sorte de refuge dans ça. Lorsqu'il a accepté chez les nazis, il dit « Oh, mommy ». Alors, je sais que c'est une expression américaine ou anglaise de manière générale de dire « mommy » quand voilà, il se passe un truc cool. Mais le fait qu'ils disent mommy lorsqu'il a accepté et qu'en même temps il était en quête éternelle d'une forme de maman, je trouve que c'est pas anodin. Je trouve que c'est fait exprès. Voilà, c'est quelque chose d'assez particulier. Et j'adore la manière de montrer que tous ces gens-là, que ce soit même les gens d'extrême gauche, ces révolutionnaires et même ces nazis, il y a un côté secte, mine de rien. Et je pense que c'est une grosse critique aussi de la religion de manière générale. On le voit à la scène avec la fille, c'est le père, la fille et le Saint-Esprit dans une église. Je trouve ça assez fascinant, mine de rien. Il a failli se faire descendre par les nazis et jamais il remet ça en question. Mais il se dit, ok, il y a ce mec qui voulait me tuer. D'accord, ok. C'était une belle surprise parce que tu pensais que c'était la voiture de Bob. Mais en fait, non, c'est la voiture d'un autre nazi. Surtout qu'il joue aussi sur le fait que peut-être Bob l'a tué. Vous savez, quand il tire, il y a ce moment-là où tu sais pas s'il va retourner dans la voiture. Mais en fait, il retourne dans la voiture comme si de rien n'était. Le mec est habitué à se faire tirer dessus, il ressent rien du tout. Donc j'aime bien quand il joue sur la tension, la surprise dans l'œuvre. Et j'ai hâte de revoir le film, voir comment il survit à ce deuxième visionnage. Mais il y avait ce fondu enchaîné sur lui, vous savez, où il est en sang, il sort de la voiture sur cette fois-ci l'autoroute, mais sans voiture. Et il y a ce fondu sur lui en sang, et en même temps le bureau où il parle aux nazis. Et tu dis, ok, bah en fait, vu qu'il est en sang avec un gun, il va aller tuer les nazis et se venger. Mais en fait, non, c'est un soumis. C'est ça qui est intéressant. Il rejoint les nazis le tuent, et il meurt en souriant. Mais c'est là que je me pose la question, est-ce qu'il savait qu'il allait mourir? Je ne pense pas, je pense que c'était une surprise, parce que quand il regarde le gaz qui descend dans la pièce, il a l'air surpris, mais surtout, dans tous les cas, il meurt en souriant. Alors oui, il a la mâchoire coincée, mais il meurt quand même en souriant, comme la victime qu'il est en fait. C'est ça le truc. Moi je l'ai vu comme ça. Qu'est-ce qu'il allait foutre dans un bureau de toute façon? C'est pas sa vie, c'est pas ça.
En fait, c'est un mec qui était complètement vide. Il avait besoin d'acceptation, il avait besoin d'une famille, d'un refuge. Et au fait, bah, il a fini chez les nazis, comme beaucoup de gens qui se radicalisent comme ça. Donc j'ai vraiment envie de revoir le film pour voir à quel point c'était un nazi, ou à quel point c'était juste un mec un peu perdu qui est tombé dans le nazisme, parce que dans tous les cas c'est intéressant, et je trouve que c'est un personnage qui est formidable, qui est génial, mais en revoyant le film, je pense que je vais remarquer plein de détails que j'ai peut-être loupé aujourd'hui, et que j'ai peut-être pas noté, parce que là, encore une fois, 5h du matin, et film de 2h45, mais j'aime beaucoup de scènes par rapport à lui, je trouve que c'est un super personnage, l'acteur était fabuleux, et j'adore aussi la scène dans le désert, d'un côté voiture noire, de l'autre côté voiture blanche. Vous pouvez pas la voir ici, désolé, mais c'est pas par hasard. Voilà, surtout que c'est l'opposé. C'est ça qui est rigolo. Il la gare loin, la voiture, donc ça crée une forme de tension. Il y a une distance entre les personnages parce qu'en fait, leurs motivations sont aussi différentes. C'est ça qui est fort. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive même pas à assumer ses pulsions. Il arrive pas. Et c'est pour ça que je pense qu'aussi il veut se purifier. Et peut-être il s'est dit, ok, je vais me purifier de chez les nazis. Parce que s'ils peuvent éliminer les noirs, d'une certaine manière, ils vont peut-être pouvoir éliminer cette pulsion que j'ai en moi. Et il n'arrive pas à éliminer sa propre pulsion. Il n'arrive pas à tuer sa propre fille. C'est ça qui est intéressant. Et je pense que fondamentalement, c'est un personnage qui se déteste lui-même. C'est ça qui est fascinant. Et c'est ça qui est fort. Et quand il renifle la photo, c'est un peu ça. Il y a un truc hyper bizarre. Parce qu'il renifle d'un côté la photo de sa propre fille. Et en même temps, bah, ça a sûrement l'odeur de sa mère. Donc c'est hyper particulier. Il arrive clairement pas à tuer sa fille. Et ça que je trouve intéressant, c'est qu'elle se moque directement de lui sur tous ses complexes. La fille l'a rapidement capté. Il y a une sorte d'alchimie qui est assez naturelle, qui est dingue, mais en même temps, lui, vu qu'il n'arrive pas à faire le pas et tuer sa fille, il est un peu esclave de ses émotions et de ses sentiments de manière générale, et c'est pour ça peut-être qu'il s'est vraiment radicalisé. Donc j'ai hâte de revoir le film pour reparler de ce personnage. Willa, elle, j'ai trouvé l'actrice encore une fois géniale, je trouve que c'est une parfaite représentation de la société, elle a un père qui est littéralement un nazi, et elle se révolte constamment contre lui, car son vrai père, alors que c'est son père adoptif, entre guillemets, est Bob. Et je trouve que c'est assez fascinant, un peu le reflet de cette société, c'est un peu son rite initiatique. Comme l'Amérique, elle doit choisir entre la révolution ou le suprémacisme. Peut-être que là, je suranalyse un petit peu. Mais les moments avec Lockjaw sont parfaits par la tension, l'incertitude. Et justement, qu'en fait, ils s'entendent, entre guillemets, bien. Ils ont une vraie alchimie, ils rebondissent bien en termes de dialogue et tout. Il y a un truc entre les deux qui est quand même pas mal, même s'il est néfaste et mauvais. Il y a une vraie relation antagonisante entre les deux qui est vraiment cool, qui est réussie. Et il arrive vraiment à se faire traiter de lâche comme il faut. C'est ça qui est cool. La meuf, à 16 ans, domine quand même le vieux militaire colonel. Et ça, je trouve que c'est intéressant, surtout qu'elle a un énorme courage et des choses comme ça. Et le fait qu'elle soit métisse, je pense que c'est un symbole assez fort, car dans la Révolution, il y a aussi un côté, encore une fois, révolte noire. C'est Jungle Pussy qui en parle, il y a un côté un peu BLM à la chose. Donc c'est vraiment un point de vue de deux mondes qui est fascinant, je trouve, de manière générale. Elle est à la fois l'héritière de sa mère, surtout qu'à la fin, elle va dans une autre manifestation, dans un autre état, donc elle va vraiment se chauffer pour manifester. Elle est à la fois aussi la fille de son père, mais aussi la mère de son père, parce qu'elle prend des vraies responsabilités dans le foyer. Elle a aussi des amis révolutionnaires, c'est assez drôle à voir. Elle inspire aussi, mine de rien, le natif américain qui change de camp quand il voit d'un côté l'innocence, le courage, et il comprend qu'en fait, il est en train d'aider des ennemis qui veulent sa disparition à lui. Et aussi un truc par rapport au fait que voilà, c'est une enfant et tout. C'est une super scène qui est pleine de tension, surtout par rapport au bateau. Vous savez, il y a un plan sur un mec qui est en train de gérer un bateau et tout. Donc tu sais pas d'où viennent les ennemis, tu sais pas s'il va survivre, tu sais pas si elle risque quelque chose en allant chercher le flingue et tout, et les clés. Bon, c'est génial, je trouve que c'est une super scène, je trouve que c'est un super acteur aussi, celui-ci. Chase Infinity, absolument fabuleuse, beaucoup de symbolisme chez les nonnes, évidemment. Que ce soit le côté religieux, encore une fois, le côté où on s'exclut de la société, mais en même temps, il y a le côté révolutionnaire d'elle qui vendent des fonds de la weed. Les plans de profil sont top. Il y a un plan de profil avec la nonne qui fait penser évidemment à sa mère, à son passé, le fait que son monde est complètement détruit à ce moment-là parce qu'elle apprend que sa mère n'était pas une héroïne. Au final, il y a plein de choses par rapport à ça qui sont réussies, sans même parler du côté, encore une fois, religieux, sectaire que j'ai évoqué. Il y a beaucoup de choses que j'aime aussi par rapport à elle qui utilise un gun comme sa mère, au final, parce qu'elle est en colère à ce moment-là, elle ne croit plus du tout en sa mère, comme sa mère ne croyait peut-être pas en elle à l'époque lorsqu'elle était enceinte d'elle, donc c'est un beau parallèle. Et il y a un plan de profil qui est répété avec Sean Penn, et ils se ressemblent un petit peu. Et ça, j'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment réussi. Le côté karaté, pour moi, il est évident, parce que c'est un personnage qui a besoin de respirer, et le sensei lui apprend à respirer, comme le sensei apprend à respirer à son père juste après dans le film, mais surtout qu'elle a besoin de se défendre. Parce qu'en fait, elle grandit seule d'une certaine manière. Donc elle a besoin de se défendre, elle a besoin de se débrouiller toute seule, sans son père. Et le climax, je l'ai trouvé absolument génial. Premièrement parce que je ne savais pas qu'elle allait avoir une course-poursuite. Au début, il y en a une qui ressemble beaucoup à The French Connection, mais elle est en ville. Là, c'est particulier parce que la scène de course-poursuite, elle est littéralement sur une ligne droite.
Alors là, c'est hallucinant. Une scène de course-poursuite en ligne droite, c'est fou, c'est du génie. Il y a 3 voitures, quelques mètres d'écart, quelques centaines ou peut-être même 1 kilomètre d'écart. Allez, du dénivelé. T'es à la fois perdu, stressé de voir la prochaine descente et montée. T'es surpris, tu retiens ton souffle durant toute la séquence. La caméra qui prend le point de vue de la voiture, ça monte le stress. C'est vraiment en mode POV absolument dingue. J'ai hâte de le revoir en IMAX. Je pense que cette séquence en IMAX, ça va être une folie. C'est brillant, j'ai jamais vu ça. C'est absolument dingue. Juste une ligne droite, quoi. Ligne droite, course-poursuite. C'est stupide, hein, en théorie, mais ça fonctionne d'une manière mais tellement brillante, géniale. C'est du jamais vu, je trouve que c'est du génie. À la fin, tu penses presque qu'il va tuer son père, ce que je trouve assez fort aussi, parce que, voilà, elle sait pas qui vient là, mais surtout que même si elle sait que c'est son père, elle pourrait potentiellement le tuer parce qu'elle fait confiance à personne. Sa mère, c'était un mensonge toute sa vie, son père lui a dit ce fameux mensonge, donc forcément, il y a un doute. C'est ça qui est intéressant. Donc j'aime beaucoup sa remise en question, son rythme initiatique, la manière dont elle a tracé son propre chemin. Et étonnamment, ce que je trouve paradoxal aussi, c'est que Lockjaw a été plus honnête avec elle que son père Bob. Et ça, c'est quand même assez dur. Et c'est pour ça que j'ai aimé l'alchimie qu'ils avaient les deux, le père biologique Lockjaw et elle. J'adore le plan des 3 à la fin qui est répété du début du film pendant qu'elle lit la lettre. C'est une belle touche d'émotion qui fonctionne. Et le fait de voir évidemment ce père avec sa fille enfin réunis, il y a un truc. Moi, j'étais vraiment ému, j'ai trouvé ça magnifique. J'adore lui qui prend un vrai téléphone à la fin parce qu'en fait, il abandonne sa vie de révolutionnaire. Maintenant que Lockjaw est mort, il est libre, il peut respirer et surtout, il sera moins parano et en même temps, il a transmis cette révolution à sa fille qui, elle, va évidemment continuer le combat. Voilà, c'était une longue critique, j'avais beaucoup de choses à dire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, j'avais beaucoup d'arguments. Je vais revoir le film, je vais en reparler, j'ai hâte de lire vos commentaires. Qu'avez-vous pensé du film? Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit. J'ai envie d'avoir votre analyse aussi. Je vais tout lire et on en reparlera. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram, Facebook et Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.